laquelle j'ai répondu favorablement avec joie et empressement, dans la mesure où l'idée de se réunir pour réfléchir sur ce que peut être la franc-maçonnerie traditionnelle et les voies initiatiques, même par un bel après-midi de printemps, puisque ça y est, nous y voici, est toujours une occasion qu'il faut saisir, d'autant dans un lieu bien éclairé selon les propos que nous connaissons. Donc, malgré la distance kilométrique et la difficulté organisationnelle suite aux mouvements sociaux qui obligent à revoir un peu les emplois du temps pour le dernier trimestre universitaire, je me suis échappé et je repartirai demain soir du côté de l'Est et même outre-Rhin pour mes activités professionnelles. En tout cas, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs et chers amis plus globalement, et selon les formes accoutumées qui sont les nôtres, bien-aimés amis ou bien chers amis, accolés évidemment à des intentions fraternelles dans ces appellations quelque peu convenues du point de vue de la courtoisie, mais c'est un peu le cadre d'une conférence ouverte qui nous y dispose et auquel il faut nous y être attentifs, d'autant que je trouve assez intéressant, et d'ailleurs je félicite les organisateurs de la vallée de Chambéry, Aix-les-Bains, d'y avoir pensé, de proposer un terme plus élargi qu'à l'accoutumée, puisque j'ai tendance, par les sollicitations qui me sont faites, à plutôt parler d'un système spécifique à l'intérieur de la franc-maçonnerie universelle, c'est-à-dire le régime écossais rectifié, alors que là, la thématique franc-maçonnerie traditionnelle, une voie initiatique, ouvre large le champ de la réflexion, et d'ailleurs, si vous y êtes attentif, c'est de la manière dont je l'ai abordé, j'allais dire dans ce livre, mais non, c'est un produit sans doute coréen ou sorti d'une nébuleuse géographique quelconque, dans ces petits ouvrages, comme le disait notre ami Mathieu, sont de bonnes introductions au sujet qui va nous occuper. Alors, rentrons dans le thème même de la conférence, franc-maçonnerie traditionnelle, une voie initiatique. Deux termes apparaissent à ce titre accolés à celui de franc-maçonnerie. Traditionnelle et voie initiatique. Et il convient, au préalable et en introduction, de savoir ce qu'il représente et de quoi il s'agit lorsque nous parlons précisément de tradition, dans le cadre maçonnique, et également de voie initiatique. Pour une institution que le pape Grégoire XVI définissait dans son encyclique Mirarivos en 1832 comme participant des sociétés conspirationnistes dans lesquelles les hérésies et les sectes ont, pour ainsi dire, vomi, comme dans une espèce de sentine,
tout ce qu'il y a dans leur sein de sacrilège et de blasphème. Nous voilà quelque peu réveillés à l'heure de la digestion par ces propos pontificaux qui nous demandent un minimum de réflexion. Est-ce que vraiment sa sainteté Grégoire XVI, dans son encyclique promulguée le 15 août 1832, évidemment, la date n'a pas été choisie au hasard, qui est sous-titré « Contre le libéralisme et les idées modernes du siècle ». Il faut savoir que cette encyclique visait précisément un groupe d'écrivains et même de clercs, à savoir Lacordaire et Lamennais, qui étaient à la tête d'un journal d'opinion très actif et qui s'appelait L'Avenir, dans lequel cette plume extraordinaire qu'est Lamennais avait rédigé ce qui deviendra évidemment ce best-seller de la littérature chrétienne au XIXe siècle, Paroles d'un croyant, dont on disait d'ailleurs que lors de la mise sous presse, les ouvriers qui participaient pour la plupart des mouvements révolutionnaires, laïques et anticléricaux, déclamaient les passages de cet ouvrage tout à fait extraordinaire et que je vous conseille d'ailleurs vivement de lire, parce que derrière l'appel au peuple de Lamennais, il y avait la perspective de la transcendance. Et c'est précisément cette perspective qui va nous occuper cet après-midi, afin de nous montrer que derrière les sociétés conspiratrices dont nous serions se trouvent en réalité déposés des éléments fondamentaux du point de vue de l'histoire et surtout du dépôt des enseignements et des connaissances issus de la plus haute antiquité, mais qui ont dû pour beaucoup raser les murs, être discrets, puisque précisément condamnés au titre des enseignements qu'ils véhiculent. Alors, d'abord, un premier point, je crois qu'il me semble un préalable, et je parle devant des amis instruits de ce point de vue-là, l'origine de la franc-maçonnerie. La plupart des maçons, c'est un premier point qui est intéressant pour nous, malgré bien des divergences, dans lesquelles, je vous rassure, nous n'entrerons pas cet après-midi, s'entendent au moins tous sur un point: l'origine de l'ordre est très ancienne. C'est le type d'affirmation qui a la capacité de réunir à peu près toutes les expressions de la franc-maçonnerie. Cependant, cette origine, c'est là que commencent les points de vue opposés, est perçue de façon différente selon ce que les uns vénèrent comme ancêtres les ouvriers qui bâtirent la tour de Babel, d'autres considèrent que leurs racines se trouvent dans ceux qui élevèrent les pyramides en Égypte, la majorité quand même reconnaissant un lien de filiation avec ceux qui construisirent le temple de Salomon à Jérusalem.
Cependant, d'autres remontent plus loin, et l'on pourrait d'ailleurs dire plus haut encore. Ainsi, Jean-Claude Bézuchet de Sarmois, célèbre historien de la franc-maçonnerie en son temps, médecin de profession, qui se passionna pour la chose maçonnique, ce qui montre qu'il n'est pas récent que les médecins ou les professions médicales se tournent vers la chose maçonnique. Je trouve que Bézuchet de Sarmois s'était rendu célèbre du point de vue de sa profession médicale par ses travaux sur les maladies vénériennes. Vous voyez là, aucun lien particulier avec le sujet dont il va se passionner, la franc-maçonnerie n'étant pas une maladie initiatiquement transmissible, mais en tout cas, il dit ceci: la franc-maçonnerie se perd dans la nuit des temps, ou plutôt elle commence avec les hommes mêmes. Magnifique définition. Dès qu'il y eut des êtres souffrants, dit notre frère, notre ami, il y a eu des maçons pour les protéger. Dès qu'il y a eu des hommes injustes, il y a eu des maçons pour réparer les torts. Dès qu'il y a eu des fourbes, des oppresseurs, il y a eu des maçons pour les haïr, les combattre et diminuer les maux dont ils désolaient la terre. La franc-maçonnerie, donc, pour Bézuchet de Charmois, qui écrivait au XIXe siècle, est une société de bienfaisance placée à l'origine même de l'humanité pour le soulagement des maux dont souffrent les descendants d'Adam. Pour d'autres, la maçonnerie est née en Perse, de Zoroastre, où il y a 19 siècles, évidemment, ce grand sage répandit la doctrine qui consiste à soumettre toute croyance à la raison humaine. D'après un autre, la franc-maçonnerie est venue de l'Inde et des bords du Gange, des peuples et des climats où la vertu et la science ont été enseignées de tout temps d'une manière éclatante et pratiquées avec une constante et un visible enthousiasme, si beau qu'ils sont devenus la merveille et l'exemple de tous les siècles et de tous les maçons. Ce sont des vénérables auteurs maçonniques qui s'expriment ainsi. Le grand commandeur d'un des suprêmes conseils au XIXe siècle, il y en avait déjà plusieurs à cette époque, la chose n'est pas récente, écrit « La maçonnerie vient des époques les plus reculées, elle a traversé tous les âges en assimilant le bon et le bien de toutes les époques de la civilisation humaine. » Un ecclésiastique, le père Jacques-François Lefranc, eudiste de son état, dans un ouvrage qui s'appelle « Le voile levé pour les curieux », auteur contre-révolutionnaire, qui a été d'ailleurs déclaré bienheureux pour s'être opposé au prix de sa vie à la constitution civile du clergé, votée, rappelons-le, le 12 juillet 1790 et approuvée par le monarque, qui était un auteur farouchement anti-maçonnique et qui considérait d'ailleurs la maçonnerie comme provenant de la secte protestante du socinianisme, qui refusait la Sainte Trinité, nous dit pourtant quelque chose de fort intéressant. Il faut savoir qu'il était très proche de l'abbé Baruel. Ils ont sans doute dû communiquer, il est un peu oublié, mais j'invite vraiment les curieux à se pencher sur le voile levé écrit par l'abbé Lefranc. Il nous dit ceci: quelques enthousiastes se persuadent que la première loi maçonnique a été tenue dans le paradis terrestre, lorsque Dieu a paru à Adam et Ève, pour se donner un air antique
qui leur attire leur respect et critique. Ainsi, les maçons s'associent à tous ceux qui sont distingués dans l'Antiquité par quelques ouvrages mémorables, issus de la tradition d'Adam, Hiram, Adoniram, Salomon, Noé, Adam, et quelques-uns même ne craignent pas de s'élever jusqu'à Dieu, dit-il, et de le prendre pour maître de leur art dont il a donné des leçons en formant la voûte des cieux. Le père Lefranc nous dit quelque chose de tout à fait essentiel, à savoir que la franc-maçonnerie ne relève pas d'une tradition humaine, parce que le paradis terrestre et le mode de fonctionnement qu'on y avait à l'intérieur, c'est-à-dire l'aspect mythologique de cette appellation, vivait sous des lois divines. Les prescriptions que l'on y observait, et même celles d'ailleurs que l'on n'a pas observées, qui a entraîné la rupture originelle, la désobéissance, étaient des prescriptions d'ordre divin. La législation du paradis terrestre, j'y insiste dans René Guénon et la tradition primordiale, n'est pas une législation écrite de la main de l'homme. Elle n'est même pas fixée par Dieu sur les tables de la loi. L'homme, Adam, les a en lui-même de par sa constitution en tant que l'Adam primordial. Alors, par-delà ces différentes opinions, on peut au moins retenir une première affirmation qui nous permettra d'avancer dans l'exposé de cet après-midi. L'ensemble des maçons considèrent que la franc-maçonnerie a une origine lointaine qui se perd dans la nuit des temps et, pour certains, qui remonte à Adam. Mais à un Adam, non pas après la rupture qui est intervenue en Éden, mais un Adam en Éden. Le premier maçon, la première loi maçonnique, c'est la loi naturelle, si l'on peut dire, ou surnaturelle, qu'Adam possède à titre natif à l'intérieur de l'Éden, ou du Pardès, selon l'expression fournie par les orientaux. Alors, me direz-vous, bon, c'est très bien, nous voyons un peu ce qu'il faut entendre dans le terme maçonnerie traditionnelle, c'est-à-dire une maçonnerie qui est attentive à cette origine, à cet héritage, ce lointain héritage, peu importe si on le fait partir des pyramides du temple de Salomon ou si l'on remonte plus loin. Mais comment s'y retrouver? Comment, au fond, aujourd'hui, aborder ce qu'est la franc-maçonnerie dans son essence avec une idée juste? Eh bien, il convient pour cet exercice de distinguer, selon une thèse d'ailleurs métaphysique bien connue, qui a fait l'objet d'un long développement lors de débats contemporains dans les cahiers de Cassis Yacoum, ayant montré qu'il existe une différence entre forme et matière, il faut distinguer la substance de la franc-maçonnerie de sa forme actuelle. Ainsi, nous pouvons dire, dans sa forme actuelle, la franc-maçonnerie est sans doute issue du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, et donc
relativement moderne, mais dans sa substance, dans ce que les maçons pensent d'elle, et même dans ce qu'elle véhicule comme enseignement et comme dépôt, elle est ancienne, elle est même très ancienne. Pourquoi donc cette affirmation? Tout simplement parce que la franc-maçonnerie existe de temps immémorial et l'ordre a pris forme au XVIIIe siècle. Jean-Marie Ragon de Béthigny, dit Ragon, un auteur extrêmement connu des maçons, membre de la loge Le Phénix au Grand Orient de France, travaillant en rite de Misraïm, célèbre l'année 1717 comme l'année où est née la franc-maçonnerie moderne. De là, dit-il, date l'ordre maçonnique. Cette année-là, la corporation des anciens maçons ne comptait plus à Londres que 4 sociétés, dites loges possédant des registres et anciens titres de la confraternité, et opérant le chef York. Elles se réunissent en février, elles adoptent les 3 rituels rédigés par Ashmole, un Ashmole qu'on retrouve aux côtés de John Dee et de toute la tradition rosicrucianiste, il ne faut jamais l'oublier, et qu'il ne faut pas négliger, car elle a permis de conserver, comme dit fort justement René Guénon, des éléments, des connaissances antiques et médiévales qui étaient en train de disparaître, en particulier dans l'Europe du Nord, derrière le canular de John Andrea, mais ne nous écartons pas de notre sujet. Et donc, c'est de ce foyer central, dit Ragon, à Londres, en 1717, que la franc-maçonnerie s'est répandue dans les différents États d'Europe. Elle a débuté en France en 1721, elle pénètre en Irlande en 1729, en Hollande en 1730. La même année, une loge s'établit en Géorgie, en Amérique, puis à Boston en 1733. Elle apparaît en Allemagne en 1736. Comme vous le savez, la Grande Loge de Hambourg est instituée le 9 décembre 1737, et ainsi de suite dans tous les États d'Europe et les pays extra-européens, dont toutes ces grandes loges reconnaissent une sorte de dette à l'égard de la Grande Loge d'Angleterre. Beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, parlent comme Ragon. La franc-maçonnerie est née le 24 juin 1717 dans l'hôtel du Pommier à Londres, puis la propagande a été jusqu'à connaître une conduite et une énergie telles qu'en cette année, de 1723 à 1730, les émissaires de la Grande Loge d'Angleterre ont fondé des loges dans tous les pays d'Europe. La transformation des maçons constructeurs en maçons opératifs s'opéra sans trouble et sans bruit, comme un phénix renaissant de ses cendres, dit l'auteur, qui n'est pourtant pas un membre du régime écossais rectifié, Jean-Grégoire Findel, s'opéra sans trouble et sans bruit. La nouvelle institution prit vie le jour de la Saint-Jean-Baptiste, pendant la fête des Roses de l'an 1717. C'est d'ailleurs pourquoi, d'après cet auteur, les maçons célèbrent la Saint-Jean d'été. Alors, ce début, comme vous le savez, même si ce n'est pas le sujet de notre exposé de cet après-midi, ne requiert pas l'assentiment de tous les historiens. Cette date de 1717 est considérée, comme dit Paul Benoît,
comme un peu fictive, dans la mesure où, en Écosse, en Suède et peut-être même dans d'autres pays, des loges ont été actives avant cette année 1717. Elle est devenue, on va dire, une date officielle au titre de l'historiographie maçonnique, mais un auteur qui a fait un remarquable travail sur le sujet, André Kervella, soutient qu'il y a une très riche proto-histoire dans l'ouvrage qu'il a d'ailleurs fait paraître, et il nous dit il faut bien plutôt remonter au XVIIe siècle, avant même les constitutions d'Anderson, pour que l'on puisse avoir des traces tangibles de l'existence des fraternités initiatiques. L'intérêt de 1717 pour notre sujet, c'est que ce que distinguent les différents auteurs maçonniques comme loges ayant existé avant 1717 sont des loges profondément trinitaires, chrétiennes, voire catholiques pour beaucoup, et qui œuvrent en Écosse, dans des régions où le roi, Jacques Stuart d'Écosse, grand maître d'ailleurs de ces loges maçonniques, protège les corporations et les entoure à la fois, je dirais, de cette sorte de rayonnement attaché à la couronne, et d'autre part, par le fait que les loges maçonniques en Écosse se sont très vite tournées vers les constructeurs italiens pour aider à bâtir ce qui va être le lieu où les dernières constructions de l'art gothique, de la Renaissance, seront mises en œuvre pour les monastères. Quoi qu'il en soit, les constitutions d'Anderson représentent une rupture par rapport à cette ancienne maçonnerie, car tout à coup, elles font remonter l'origine à Noé. Le maçon, dans les constitutions d'Anderson et des Aguliers, qui sont les deux auteurs de ces constitutions, est décrit comme un véritable noachite, s'il comprend bien son métier. Vous connaissez la suite, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux, ni n'agira à l'encontre de sa conscience. Mais, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a là, tout à coup, l'affirmation d'une origine vétérotestamentaire dans un monde maçonnique qui fonctionnait plutôt, jusqu'à présent, avec un caractère chrétien très marqué, et qui, si l'on acceptait les considérations sur Adam, dépositaire d'une première révélation au titre de sa nature, néanmoins, regardez la franc-maçonnerie comme issue, non pas de l'arche, mais du temple de Jérusalem. Non pas de l'arche de Noé, mais du temple de Jérusalem. Alors, nous avançons dans notre exposé et nous commençons à avoir quelques éléments de référence sur ce que l'on pensait au début du XVIIIe siècle, ou à la moitié du XVIIIe siècle, au titre de ce qu'était la franc-maçonnerie dans son histoire, dans ses origines et dans ses sources.
nous allons franchir un pas tout à fait important, car à la faveur d'un personnage qui s'appelle le chevalier de Ramsay, né en Écosse, qui devint le secrétaire de Fénelon, cardinal de Fénelon, l'intime de Madame Guyon, qui a été reçue à la Horn Lodge en 1730, dans son célèbre discours, pour la première fois, rattache la franc-maçonnerie écossaise pour le coup, aux ordres médiévaux de chevalerie. Et en particulier dans ce discours aux croisés. Et d'ailleurs, le jour où il prononce ce discours, un 26 décembre, une date qui est pour moi aisée à retenir, il fait appel aux maçons et aux hommes de bonne volonté à se mettre et de se réunir ensemble, de s'unir, afin de quoi remettre de l'ordre au sein du chaos. Il y aura quelque chose, en effet, à ceux qui connaissent un peu notre société, cette expression de Ramsay étant devenue la devise de l'écossisme. Or, c'est au sein de cet écossisme qui, venant d'Allemagne, sous le nom de stricte observance dite templière, qui sera transformé, comme on le sait, sous la conduite du Lyonnais Jean-Baptiste Villermoz lors du Convent des Gaules qui s'est réuni en 1778, qu'un natif, non pas de notre région, puisqu'il est né à Nice, mais natif du royaume de Piémont, Sicile, Sardaigne, donc on peut dire un compatriote de nos régions, Joseph de Maistre, qui a d'ailleurs sa statue à Chambéry et qui a passé bon nombre de ses jeunes années dans notre région, eh bien, Joseph de Maistre nous fait cette proposition dans un texte qui est le premier texte écrit par Joseph de Maistre, il ne faut jamais l'oublier, puisque à l'origine de l'écriture de cette petite plaquette se trouvent les questions posées aux loges par le duc de Brunswick avant la réunion d'un convent qui devait avoir lieu en 1782, un convent étant une grande réunion où les maçons se réunissent entre eux pour discuter du devenir de leur société, aux questions posées par le duc de Brunswick, Joseph de Maistre, qui est assez jeune encore à l'époque, il a moins de 30 ans, il est né en 1753 et on est en 1781, écrit « Il n'existe peut-être pas de maçon un peu capable de réflexion qui ne se soit demandé, une heure seulement après sa réception, bon, ça peut-être faire beaucoup de crédit à la majorité des francs-maçons de se poser des questions une heure après leur réception. Mais enfin, bon, on va dire un moment après leur réception, en fonction de la rapidité de la réflexion des individus, quelle est donc l'origine de tout ce que je vois? D'où viennent ces cérémonies étranges, cet appareil, ces grands mots? Quelle est donc l'origine de ces mystères? Très intéressant parce que Maistre accompagne son texte de points d'interrogation, de points d'exclamation, et la phrase suivante dit ceci: « Quoi? Des hommes de tous les pays s'assemblent, peut-être depuis des siècles, pour se ranger
sur 2 lignes, hein, vous le voyez ici, on est rangé sur 2 lignes, qu'on appelle d'ailleurs dans notre jargon des colonnes. Jurez de ne jamais révéler un secret qui, d'ailleurs, écrit Joseph de Maistre, n'existe peut-être pas. Portez la main droite à l'épaule gauche, la ramener vers la droite. Bon, tout le monde comprend à peu près ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ne peut-on extravaguer, manger et boire? Maistre rajoute, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, vous me direz votre avis, avec excès. Bon. Manger et boire avec excès. L'image des francs-maçons. Bon, voilà, certains me confirment que non. Sans parler d'Hiram, du temple de Salomon, de l'étoile flamboyante, etc. Ces questions sont très naturelles, dit-il, très sensées. Malheureusement, on ne voit personne pour y répondre. Et on ne sait même pas si la tradition orale véhiculée dans les loges est digne de crédit. Notre origine est toute couverte d'épaisses ténèbres et tous les efforts des frères bien intentionnés pour éclaircir un fait aussi intéressant ont été jusqu'à présent, dit-il, à peu près inutiles. On dirait, si Joseph de Maistre nous raconte ça, la conférence ne va pas aller très loin, parce que à ce moment-là, les maçons se réunissent pour ouvrir des bouteilles et déguster des bons plats, et puis point à la ligne. Il faut de la persévérance. Pourquoi? Parce que Maistre, un peu plus loin, commence à entr'ouvrir la porte qui, tout à coup, nous semblait fermée. À juste titre d'ailleurs, puisque il vient de nous dire et affirmer que jusqu'à présent, personne n'a été capable de nous renseigner sur ces sujets. Donc, si personne n'a été capable de nous renseigner sur ces sujets, et que des auteurs aussi qualifiés que Maistre ne sont pas en mesure de nous éclairer, à ce moment-là, nos recherches seront vaines. Mais voilà que pointe au loin un faible rayon d'une lumière qui va tout à coup éclairer la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Maistre dit, phrase magnifique, on pourrait d'ailleurs faire graver un jour dans l'un de nos temples savoisiens, tout annonce que la franc-maçonnerie vulgaire est une branche détachée et peut-être corrompue d'une tige ancienne et respectable. Tout annonce. Quid? C'est quoi ce tout qui annonce? Écoutez bien, nous sommes réunis au nom de la religion de l'humanité. Nous pouvons répondre de la droiture de nos intentions. Prenons hardiment l'édifice par les fondements et osons. Prouvons, dit Joseph de Maistre, que nous ne sommes pas des hommes nouveaux. Remontons par une généalogie claire et digne de nous. Attachons-nous aux lumières de la révélation de l'Évangile. Remontons au 1er siècle de la loi sainte, fouillons l'Antiquité ecclésiastique, interrogeons les pères les uns après les autres et surtout, réunissons, confrontons les passages
prouvons que nous sommes authentiquement chrétiens. Mais allons même plus loin. Plus loin. Ah bon? Plus loin que chrétien? Je croyais que ce n'était pas possible pour certains. Enfin bon, qui citent de manière fragmentaire Mestre, en oubliant les passages qui les dérangent. Eh bien, nous allons satisfaire ces consciences lacunaires. La vraie religion a bien plus de 18 siècles. Alors il écrit, évidemment, au XVIIIe siècle, donc il fait référence à la révélation chrétienne. La révélation a bien plus que de 18 siècles. Elle naquit le jour que naquirent les jours. La vraie religion, je veux dire que la religion chrétienne n'est pas vraie. La vraie religion a bien plus de 18 siècles. Ce qu'il sous-entend, Mestre, c'est que la forme prise par la religion chrétienne aujourd'hui n'est pas authentique, quelles que soient les confessions qui en représentent ou en manifestent l'expression. Mestre, l'ultramontain papiste, oui. Il dit ça, vous êtes sûr? Oui, je suis désolé. Mais alors, que signifie cette affirmation? Cela signifie, je cite, que notre filiation est incontestable et que notre système est réuni à un dépôt primitif où étaient logés les dons du grand réparateur. Le grand réparateur, ce n'est pas simplement le Christ historique, c'est le Logos, placé à l'origine des choses. Et tout à coup, pour combler aussi quelques oublis dommageables, Wilhelmos dit la même chose. Ah bon, il dit la même chose. C'est la réflexion que me fit une personne que je ne nommerai point. On dit, oui, oui, il dit la même chose. Et savez-vous ce qu'il dit? L'origine de l'ordre est si reculée qu'elle est née à Jérusalem, qu'elle est née avec les pères de l'Église, sans doute. Non. Voici ce que dit Wilhelmos. L'origine de l'ordre est si reculée qu'elle se perd dans la nuit des siècles. La nuit des siècles. Tout ce que peut l'institution maçonnique, c'est d'aider à remonter où? Au père de l'Église, peut-être? Au concile? Aux définitions dogmatiques? Non. Elle peut simplement nous aider à remonter jusqu'à l'ordre primitif. C'est tout à fait autre chose. Et c'est d'une toute autre nature. L'ordre primitif qu'on doit regarder, c'est Wilhelmos qui écrit, comme le principe de la franc-maçonnerie. C'est une source précieuse, ignorée de la multitude, mais qui ne saurait être perdue. L'un est la chose même. Vous voyez que Wilhelmos rejoint la thèse métaphysique, scolastique, de la distinction entre la forme et la matière. L'un est la chose même, l'autre n'est que le moyen d'y atteindre. Wilhelmos, disciple du père Gérard Deslauriers. Alors,
la substance de cette maçonnerie qui se perd dans la nuit des siècles, cette substance, elle est de nature initiatique. Ce n'est pas simplement une société relationnelle, de contact, d'amitié, voire même de bienfaisance, d'entraide entre les peuples et de soutien de l'humanité, même si toutes ces règles morales y sont placées au centre des devoirs et obligations du maçon. Mais néanmoins, cette société qui se perd dans la nuit des siècles et dont l'origine se trouve dans cet ordre primitif, possède une capacité initiatique. Alors, il nous faut voir ce qu'est cette initiation. Et ça va être la deuxième grande partie de cet exposé qui va nous permettre, puisque nous avons posé les bases de ce qu'il faut entendre par franc-maçonnerie traditionnelle, la définition a été donnée par Mestre et Villerbos. Je pense que tu peux leur accorder un certain crédit, mais il nous faut voir maintenant ce qu'il en est de la substance de cette franc-maçonnerie, puisque nous connaissons sa forme. Mestre et Villermoz s'entendent pour dire que cette substance est liée à des connaissances mystérieuses situées à l'origine des choses, nous réunissant au dépôt primitif, participant d'un ordre également primitif. Rappelons qu'une société secrète initiatique, c'est une société qui maintient, conserve, pratique effectivement, non virtuellement, des rites, un corpus symbolique, mais aussi un enseignement, sans lequel ne peut pas s'opérer la transformation de l'homme et l'accès à quoi? À un état d'être supérieur que l'on peut qualifier de spirituel, puisqu'on touche à l'esprit. C'est une société qui touche à l'esprit, la franc-maçonnerie. Certes, les stigmates de la modernité ont imposé aux appareils structurels des sociétés initiatiques des formes que Guénon, René Guénon, grand auteur français né en 1886 à Blois, mort au Caire en 1951, résume ainsi en le déplorant, le déplorait d'ailleurs avec Marius le Sage, grand maçon, en adoptant les formes administratives imitées de celles des gouvernements profanes, ces organisations ont donné prise à des actions antagonistes qui, autrement, n'auraient trouvé aucun moyen de s'exercer sur elles. Et, il faut le regretter, cette imitation du profane a constitué un renversement des rapports normaux dans les domaines qui sont si caractéristiques du désordre moderne. Et d'ailleurs, si l'on se penche sur ce qui défraie l'actualité des médias autour de la franc-maçonnerie régulièrement, c'est toujours soit des affaires, soit des collusions d'ordre politique, etc. Et c'est précisément en raison de ces déviances observées
C'est-à-dire que tout à coup, les structures initiatiques oublient qu'elles ont d'abord et avant tout un rôle initiatique. Alors, fort heureusement, les organisations initiatiques ont conservé, malgré quelques cas éparses, en fidélité et œuvrent à ce que soient préservées les caractéristiques définissant une structure dépositaire, selon Guénon, qu'on peut reprendre sur cet aspect des choses parce que je trouve qu'il est assez cohérent. Dépositaire de quoi? De l'influence spirituelle qui fait que lorsqu'on s'y trouve placé, lorsqu'on est membre de ces sociétés, eh bien on reçoit, quelle que soit d'ailleurs la qualité de celui qui transmet, qui n'a aucune importance. Saint Augustin, vous savez, au moment de la querelle Donatis, avait combattu très fermement ceux qui disaient « Ah mais si le prêtre qui te baptise est sous le coup du péché mortel, pour X ou Y raison, le sacrement qui t'est conféré n'est pas valide. » Vous imaginez les dégâts qu'une telle théorie dans la chrétienté aurait pu faire si cette thèse avait perduré. Il en va de même dans l'initiation, car l'initiation et le sacerdoce sont extrêmement voisins de ce point de vue-là. La transmission des qualifications spirituelles, pour ce qui concerne la franc-maçonnerie, des qualifications initiatiques, participe exactement de la même règle. Celui qui reçoit, comme on dit dans le jargon maçonnique, un profane franc-maçon, premier grade d'apprenti, peut, alors j'exagère un peu, mais avoir tué père et mère, ne pas être un homme droit et vertueux, néanmoins, celui qui sera reçu sera objectivement franc-maçon, sans contestation. De même, selon saint Augustin, vous pouvez aller recevoir un sacrement de la main d'un prêtre qui peut avoir fait 1001 choses, néanmoins, par les pouvoirs qui lui ont été conférés, il consacrera validement, lors de la célébration de l'office, les espèces. Pas plus, pas moins. À partir de là, ce qui nous intéresse pour nous, c'est pas de savoir s'il y a eu quelques pommes pourries entre l'origine de la franc-maçonnerie et nous. C'est de savoir si la transmission initiatique est véritable, si vraiment cette chaîne ininterrompue est détentrice de qualifications de nature initiatique. Pourquoi est-ce important? Parce que si cette chaîne est brisée, il n'y a pas de transmission authentique et donc il n'y a pas d'accès, comme l'écrit Guénon, aux états supérieurs de l'être. Il n'y a pas possibilité de modifier ce qui en nous relève de l'ancienne nature. Pourquoi? Parce que les essences mises en œuvre dans quelque chose qui n'est qu'une parodie d'initiation, ces essences sont inactives. Un homme peut se revêtir d'habits sacerdotaux, célébrer de façon remarquable la liturgie tridentine, s'entourer d'encens, de dentelles. S'il n'est pas prêtre, il prononcera
les paroles de la consécration sur le pain de boulangerie et le vin de l'épicier, qui resteront absolument identiques en leur substance. Il en va de même du point de vue initiatique. Vous pouvez, parce que maintenant on sait que sur Internet on peut accéder à de nombreux documents, prendre un rituel quelconque, et tiens, viens là toi, organiser un apéritif distrayant en disant tiens, je vais te recevoir à quoi, tiens, aujourd'hui? Grand prince du tabernacle, c'est joli ça, tiens. Allez. Et développez le rituel que vous voulez auprès de votre convive, vous n'opérerez aucune transmission initiatique. Donc la question de la transmission n'est pas anodine, et Guénon, de ce point de vue-là, n'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, vous verrez, j'y insiste beaucoup dans René Guénon et la tradition primordiale, mais c'est absolument essentiel. Ce point est absolument essentiel. Alors, sur quoi porte cette transformation de l'être? C'est bien beau de dire, bon, il va y avoir une modification de l'être, il va y avoir une métanoïa, mais qu'est-ce qui va se passer réellement en moi? Qu'est-ce que ça va produire en réalité sur moi d'être franc-maçon? Au fond, pourquoi est-ce nécessaire que j'y sois? Je ne ferais pas mieux de rester à la maison, tranquillement, dans mon jardin, à écouter pousser les jonquilles et siffloter les oiseaux, lire de bons livres, ou être avec ma chère et tendre dans un sofa en train de siroter une boisson gazeuse et sucrée. Ce qui n'est pas bon pour la santé d'ailleurs, mais enfin bon, pas trop. Au fond, oui, pourquoi pas? Le problème, c'est que vous pouvez faire ça toute votre vie. Et même au-delà. Les hommes font ça depuis que l'humanité est apparue. On voit où ça nous a amenés, n'est-ce pas? Et on voit l'état dans lequel est le monde. Le carpe diem peut conduire à des situations assez terribles. Il y a nécessairement une réforme de l'ordre intérieur à engager, comme disait l'évêque d'Ypres dans un magnifique discours qui s'appelle « Discours de la réforme de l'homme intérieur », qui est aussi un ouvrage que je signale vivement aux curieux souhaitant s'approcher de quelques voiles. La question qui nous est posée, et qui est d'ailleurs posée à l'ensemble des sociétés traditionnelles occidentales, est-ce qu'il est possible pour l'homme de retrouver sa dimension native, originelle, c'est-à-dire sa première propriété, sa puissance spirituelle qu'il avait au moment où il a été créé par l'Éternel? Est-ce qu'il est donc envisageable, concrètement, dès aujourd'hui,
de se mettre en chemin vers cette réintégration. Le grand mot est lâché. Vous me direz bravo pour avoir réussi à le placer de façon suffisamment discrète pour que n'apparaisse pas comme du villermosisme absolu, mais en tout cas, oui, il s'agit bien de ça. Et tout l'écosysme le partage. Maintenant, la voix de Jean-Baptiste Villermoz, on va dire, le cultive d'une manière plus particulière. Mais en tout cas, c'est une idée partagée. Insistons donc, vous voyez que nous sommes en train de faire de grands pas là, à cet instant, sur le fait que l'initiation ouvre sur une connaissance qui relève du domaine de l'inconnaissable, de l'indicible, de l'ineffable, etc., mais surtout qui nous permet de nous faire approcher des lumières de la vérité sur le premier état que nous avions à l'origine, dont le but du maçon n'est ni plus ni moins que de commencer ici et maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 50 ans, pas quand il sera âgé, et donc affaibli par les ans, mais immédiatement sa capacité à retrouver son origine primitive. Pourquoi ? Parce que cette capacité porte un nom connu des spirituels, employé à travers la tradition des écrits ascétiques et mystiques. Ça s'appelle la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est la vie surnaturelle. Ce n'est pas vivre naturellement au niveau des pâquerettes. C'est penser que l'homme relève d'un autre ordre des choses. Et que cet autre ordre des choses gouverne réellement la vie intérieure, intime de chacun et chacune d'entre nous. Que ce n'est pas des paroles, ce n'est pas du blabla, du commerce New Age ou de néo-spiritualité pour enrichir des gourous de sectes ou des charlatans qui répandent de la poudre de perlimpinpin. Ça ne participe pas du supermarché de la spiritualité qui aujourd'hui fait florès, évidemment. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est quelque chose qui est appuyé sur une tradition qui possède un ensemble de connaissances et d'éléments symboliques qui permettent d'accéder à cet autre ordre des choses. Alors, examinons un peu cette vie nouvelle, qui survient après un passage consenti et assumé de quoi ? De mise à mort du vieil homme, comme dit saint Paul. Qu'est-ce que la voie initiatique ? C'est admettre que nous sommes passés du profane au sacré, et que dans cet espace sacré, tout à coup, l'homme, la femme, est né à une autre manière d'être au monde. Comme dit Maître Eckhart, la coque a été brisée pour atteindre le noyau, pour atteindre l'interne. Là où se trouve l'essence fondamentale de l'être, dans sa pureté primitive, préservée. En faisant quoi ? Tout simplement en commençant par nettoyer l'esprit.
grâce à l'appareil symbolique, grâce aux instructions, grâce aux rituels, purifier l'esprit, détruire les fausses conceptions, les préjugés, les idées faussées, y compris les images erronées que l'on s'est construit sur la transcendance, sur le grand architecte de l'univers. Personnage rayant de manière autocratique sur une humanité rampante, distillé par les églises et par les catéchismes. Car s'il fallait apprendre ici ce que l'on peut savoir en faisant sa première communion, il n'y aurait aucune utilité d'être là. Si le but de la franc-maçonnerie, c'est au fond d'apprendre à ceux qui s'y font recevoir ce que l'on peut savoir ailleurs, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Il y a là des connaissances qui relèvent d'un secret qui n'est ni dans les livres, ni dans les institutions ecclésiales, ni dans les autres groupements spirituels qui ne possèdent pas ces qualifications initiatiques. Jacob Boehme, parlant de ce secret, disait qu'il est un pur rien. L'expression est belle. Dans le Mysterium Magnum, magnifique ouvrage rédigé, il va même jusque lui donner ce titre de néant éternel. Qui n'a ni cause ni commencement, ni lieu, qui ne possède rien en dehors de lui-même, qui est une volonté sans détermination. Et enfin, Boehme dit, il n'est qu'un en lui-même. Il n'a même ni besoin d'espace ni de place. Il s'engendre en lui-même d'éternité en éternité. Rien ne lui ressemble. L'éternelle sagesse, ou Sophia, ce que Louis-Claude de Saint-Martin traduira par Sainte Sophie, et sa demeure. La Sainte Sophie est la demeure de ce néant éternel. Et elle est aussi sa révélation et sa volonté. Et lorsqu'est appréhendé, expérimenté en sa vérité ontologique, et même méta-ontologique, cet être que l'on appelle le grand architecte de l'univers, au bout d'un cheminement authentique, c'est-à-dire véritablement initiatique, quand on quitte le château pour entrer dans la montagne, comme dit Maître Dogen, alors, en vertu du principe unissant connaissance et réalisation, l'être peut franchir vivant dès ici-bas les portes du temple du parfait silence. Il y a, et c'est d'ailleurs pourquoi certaines loges portent le nom de parfait silence, ou la sagesse, ou Sophia. Ainsi, la vérité portant sur l'unité méta-ontologique peut s'exercer par le biais d'une présence participative à l'être éternel et infini, qui est la vérité, la justice et la vérité même. C'est cela
le mystère initiatique. Et je vais vous faire une révélation. Il n'a jamais été dévoilé. Car il ne peut pas être dévoilé. Il est incommunicable, informulable, indicible. Alors on peut écrire des livres pour dire qu'il est indicible. Mais on ne peut pas dire ce qu'il est. D'où la nécessité d'utiliser avec lui de termes négatifs. D'où l'expression d'ontologie négative nécessairement attachée à ce rien, à ce néant éternel, insaisissable. Qu'on ne peut pas s'approprier, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas arrêter dans une définition, dont on ne peut pas dire dans un livre, le coussin est en train de bouger, dont on ne peut pas dire dans un livre, chers amis, voilà. Ici se trouve la réponse. Non. Le livre peut indiquer la voie, peut signaler, mais il ne peut pas définir. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que, sans vouloir trop rentrer sur cette question qui pourrait nous porter très très loin, il y a une capacité à l'intérieur de l'être, de l'homme, à rentrer en contact avec cet indicible. Et ce contact peut se produire du moment où est activée les essences spirituelles à l'intérieur du profane qui se fait recevoir franc-maçon dans une franc-maçonnerie traditionnelle pour tout à coup l'aider à se libérer de l'écorce pour atteindre le noyau intime, intérieur de son être. Et c'est pourquoi la règle maçonnique, écrite par Jean-Baptiste Villermoz au régime Et que c'est rectifié, dit « Ton premier hommage appartient à la divinité ». On ne dit pas « Ton premier hommage appartient au credo défini par les conciles de l'Église ». On ne dit pas « Ton premier hommage appartient à telle ou telle définition fixée par les autorités ecclésiastiques. Ton premier hommage appartient à la divinité. » En allemand, das Gott. C'est précisément l'expression utilisée par Maître Eckhart. Plus exactement, das Gottheit, puisque vous savez qu'il y a un féminin et un masculin en allemand. Adore l'être plein de majesté, qui créa l'univers par un acte de sa volonté, et qui le conserve par un effet de son action continue, qui remplit ton cœur, mais que ton esprit borné ne peut concevoir ni définir. Ni concevoir, ni définir, merci. Ça veut dire que toute définition qui serait apportée par quelque autorité que ce soit, vous pouvez la prendre et dire « renvoi à l'expéditeur ». Merci, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Vraiment, on est très touchés, incontestablement, mais ça ne nous concerne pas.
Nous sommes donc, mes chers amis, je vois que l'heure avance, introduits, lors de notre arrivée dans l'ordre, dans un climat, une atmosphère qui vont entièrement déterminer notre cheminement et notre progression, en nous plaçant dans un cadre de nature métaphysique ou ontologique, si vous voulez, en rapport avec l'être éternel, qui est absolument original. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et que l'on peut qualifier en disant qu'il est incomparable. Parce que ce qui est incomparable, c'est ce qui ne peut pas être comparé. Un maçon qui a progressé au long de son itinéraire initiatique n'est comparable à aucun autre type d'initié, entre guillemets, ou de personnage qui aurait reçu des enseignements livresques, absorbé des bibliothèques entières, aurait pu même avoir une vie chrétienne ou religieuse, on va dire, dans tel ou tel système occidental ou oriental, peu importe. Le maçon, c'est tout à fait autre chose. En conséquence de quoi nous nous trouvons, et je crois qu'il faut en être conscient, sous les auspices d'un environnement référentiel qui n'appartient à rien de ce que le monde connaît. D'où, et ça reste dans la mentalité contemporaine, une sorte de curiosité presque malsaine, parfois d'étonnement, d'envie de savoir ce qui s'y passe. Et, ma foi, ce qu'est donc un franc-maçon. Parce que il y a logé dans l'esprit de la multitude, et c'est normal, une aspiration, un désir, comme l'on dit, à pouvoir sortir de la situation dans laquelle se trouve l'humanité pour atteindre enfin un état, un chemin qui peut nous conduire au-delà de ce que nous sommes, par-delà la situation de division dialectique du blanc et du noir, du bien et du mal, qui fait la réalité constante de cet esprit agité entre toutes les paires d'opposés. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de traverser la ligne au milieu des carrés blancs et des carrés noirs pour nous conduire jusqu'où d'ailleurs? Parce que on voit bien que l'itinéraire est balisé, fixé. Mais jusqu'où peut-on aller ainsi? Ici-bas, la question mérite d'être posée et nous en ferons notre conclusion. Dans la conclusion, à sa préface à l'essai sur le principe générateur des constitutions politiques, Maistre disait, né en 1814, « Il est temps de nous rappeler ce que nous sommes et de faire remonter toute notre science à sa source, soulignant par ces mots que la nature de la connaissance qu'il convient d'acquérir, alors
Évidemment, comme vous le savez, Maistre est lecteur de Platon, d'Origène, tous ces auteurs qui ont un rapport à l'un, au principe. Eh bien, Maistre dit, afin d'éclairer l'homme sur sa nature présente, son origine et sa destination future. C'est tout le programme de l'initiation maçonnique. Origine de l'homme, nature actuelle, destination future. Ainsi donc, la voie maçonnique, reprenant cette juste définition de Joseph de Maistre, qu'on cite, et il est normal, puisque nous sommes dans sa région, la voie maçonnique peut nous permettre d'avancer vers ce jour où nous laisserons les œuvres des ténèbres et nous revêtrons les armes de la lumière. Il paraphrase saint Paul dans l'Épître aux Romains. Mais il dit quelque chose de très juste, à savoir que la lumière qui a éclairé les ontologies fondatrices, c'est-à-dire des présocratiques, d'un Parménide, d'un Héraclite, et puis qui ont perduré jusqu'aux néoplatoniciens d'Alexandrie, cette lumière est toujours la même. Elle n'a pas disparu. Et c'est à elle que nous nous raccrochons. Et c'est elle qui va nous permettre d'avancer sur notre cheminement spirituel. La tâche qui nous est assignée, c'est précisément de nous engager vers ce qui est la destination véritable de l'homme. Si vous doutiez de cette haute destinée, entendront ceux qui oseront franchir, comme on dit, les portes du temple pour venir se faire recevoir franc-maçon. Si vous doutiez de cette haute destinée de l'homme, il vous serait difficile d'entrer dans la carrière que vous vous proposez de parcourir aujourd'hui. Ça signifie qu'au moment où l'on rejoint l'institution maçonnique, il convient de ne point douter de cette haute destinée. Et je dirais que le vrai travail, si cet exposé a pu y contribuer, et que nous avons à faire, nous, auprès de ceux intéressés par la voie maçonnique, c'est précisément de lever les doutes sur cette haute destination de l'homme. C'est là le sens de tout notre travail, car une percée éventuelle à l'intérieur des ombres de la confusion ne peut être entrevue qu'à l'intérieur d'un labeur intérieur, le travail initiatique. Telle est la tâche qui nous est assignée. Il n'y en a pas de plus importante, il n'y en a pas de plus essentielle. Le travail maçonnique va donc viser à faire de l'homme, par un constant labeur intérieur, un être capable de la lumière. Une lumière à partir de laquelle il détient l'être en tant que source première de tout. C'est-à-dire la nature de cet être indéfinissable étant dans l'intime sa vraie nature personnelle. Pas de manière abstraite, pas de manière littéraire, philosophique,
pas à la façon d'une thèse, mais à la façon d'une réalité, afin que, dès ici-bas, il puisse, avant même l'heure de sa mort, commencer à se fondre dans cette identité, la vivre pleinement. Et dès ses premiers pas dans la voie maçonnique, le candidat entendra ces mots: « Toute faible qu'est la lumière, monsieur ou madame, que l'homme apporte en naissant, s'il la néglige, il peut la perdre. Il peut la perdre en entier et tomber dans les plus épaisses ténèbres, mais aussi, il peut l'accroître, cette lumière, beaucoup par le bon usage qu'il en fait et qu'il doit même espérer de découvrir par elle, quoi donc, la vérité. » Alors, que convient-il de faire, mes bien chers amis ? Eh bien, il faut se mettre à l'ouvrage, accepter peu à peu de désapprendre, de se dégager des conceptions figées, des préjugés, de manière à se laisser guider par les rayons de l'essentielle lumière. C'est pourquoi cet exercice peut être comparé à une science, la science par excellence, celle qui porte toute son attention sur l'homme, celle qui ne se complaît pas dans les longues sentences abstraites, celle qui porte, comme disait Joseph de Maistre, comme il l'écrit d'ailleurs avec justesse dans son mémoire au duc de Brunswick, sur la vraie maçonnerie, à savoir la science de l'homme par excellence, c'est-à-dire la connaissance de son origine et de sa destinée. La voie initiatique, et c'est là le but de tous nos travaux, va donc porter toute sa vigilante attention sur les moyens susceptibles de nous conduire à la plénitude de notre nature spirituelle, par un chemin de retour vers la source originelle de la lumière, qui nous donnera de pouvoir franchir, au terme d'un cheminement plus ou moins long et plus ou moins mystérieux, en quoi consiste d'ailleurs le véritable secret maçonnique, le seuil du temple de la vérité. Le travail de la franc-maçonnerie traditionnelle consiste donc à faciliter le chemin de la vérité et du bonheur, à permettre à chacun d'accomplir sa sublime destinée, pour reprendre des termes même de nos rituels, pour que les âmes de désir, toutes, recouvrent cette ressemblance divine qui fut le partage de l'homme dans son premier état, qui est le but de toutes les initiations, mais dont l'initiation maçonnique seule fait à la fois son objet et sa réalisation. Nous n'avons pas d'autre ambition, pas d'autre perspective, pas d'autre raison d'entretenir les transmissions qui nous ont été confiées, afin de les porter au plus haut niveau d'exigence pour répondre à l'attente de l'ensemble de la famille humaine, pour son plus grand bonheur, et aussi pour que toutes ces lumières se répandent à profusion sur l'ensemble des consciences qui peuplent ce monde, que nous devons regarder avec une volonté bienfaisante, bienveillante, emplie d'amour pour notre prochain. Je vous remercie.